bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire consacré à la politique de la ville, l'éducation artistique et culturelle, un premier webinaire consacré au programme des microfolies. Je suis donc Morgane Petit, directrice de l'IREV, le Centre de ressources politiques de la ville Hauts-de-France. L'IREV porte des missions d'information, de qualification des acteurs et de mise en réseau de ces acteurs mobilisés en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors quand on parle d'acteurs, chez nous, le public est très vaste, des élus au service évidemment de l'État, à l'ensemble des professionnels en collectivité, associations, porteurs de projets, bailleurs sociaux, etc. Mais aussi les habitants mobilisés en faveur de l'amélioration de la situation des quartiers prioritaires. Alors, à l'heure de la préparation des futurs contrats de ville qui porteront les engagements collectifs des institutions publiques et privées en faveur des quartiers de la région, je suis évidemment ravie d'ouvrir ce nouveau cycle de webinaires en collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles, puisque ça nous permettra évidemment de pouvoir questionner et puis sensibiliser aussi l'ensemble des acteurs à la place de l'éducation artistique et culturelle et aux leviers également disponibles. Pour preuve, aujourd'hui, on y reviendra en fin de matinée, le lancement de nouveaux AMI en faveur du déploiement des microfolies. Vous rappelez pour celles et ceux qui seraient un peu plus éloignés de la politique de la ville, je l'ai dit, de nouveaux contrats sont en préparation sur une géographie prioritaire qui est en cours de révision et qui sera arrêté en toute fin d'année. Donc, si vous intervenez dans les quartiers, il est possible que les périmètres bougent un peu ou peut-être que de nouveaux quartiers fassent leur apparition. Vous rappelez simplement quelques chiffres. En région Hauts-de-France, aujourd'hui, sur la géographie de 2014, ce sont 199 quartiers qui sont concernés dans 155 communes, et couvert par 40 contrats de ville, ce qui vous permet de situer le public vaste auquel l'IREV a vocation à s'adresser avec une équipe légère de 8 personnes dont je remercie les quelques représentants qui m'accompagnent pour ce webinaire. Voilà, j'ai déjà trop parlé pour cette introduction. Je cède la parole à Florence Lemoine, conseillère à la DRAC pour introduire avec moi ce webinaire. Bonjour à toutes et tous, Florence Lemoine, conseillère action culturelle et territoriale à la DRAC Hauts-de-France, avec une mission régionale autour de la culture et du lien social. Je vous remercie d'être nombreux à ce premier webinaire, effectivement, comme le disait Morgane, d'un cycle. Ce cycle de webinaires en partenariat avec l'IREV, il s'inscrit dans le cadre de la stratégie culture et lien social que je développerai juste un petit peu plus tard, avec, comme vous avez dû le voir sur le programme, un objectif de vraiment accompagner en ingénierie les très nombreux acteurs qui interviennent dans le champ de la politique de la ville et leur apporter des connaissances théoriques et pratiques permettant vraiment d'inscrire les projets et les actions en cohérence avec les enjeux culturels et aussi favoriser l'interconnaissance des acteurs du champ de la politique de la ville et plus largement des solidarités, et ceux issus du champ de la culture et de l'éducation artistique et culturelle. Et enfin, appréhender les différents champs d'intervention et fondamentaux de la DRAC Hauts-de-France autour de la présentation d'un outil, donc aujourd'hui les microfolies, et autour de la présentation de cet outil, appréhender les champs d'intervention et les fondamentaux tels que la logique de parcours, etc., mais j'y reviendrai, et plus largement des notions théoriques telles que les droits culturels, les enjeux de coopération, de co-construction et de participation aux habitants. C'est des notions, on reviendra un tout petit peu plus tard lors des différentes présentations. Il me reste bien sûr à remercier l'IREV, Morgane Petit, aussi mes collègues qui m'accompagnent dans cette grande aventure du webinaire aujourd'hui, vous les participants et aussi tous les témoins qui vont prendre la parole tout à l'heure. Voilà, je vous remercie et puis je passe donc la parole. Ah non, je vous repasse la parole, Morgane, juste pour un petit récap et après on interviendra avec Peggy Leroy. C'est parfait. Merci beaucoup, Florence, pour cette introduction. Alors, effectivement, juste vous rappeler les grandes séquences de notre webinaire. Nous allons avoir
premier temps d'intervention avec Mhm. Madame Leroy et Florence Lemoine, donc pour revenir repréciser les modalités d'intervention de la DRAC dans les quartiers prioritaires, puis présentation par Monsieur Clément Croiset de la DRAC également, donc sur le programme des microfolies, en quoi ça consiste, et puis une grosse séquence autour de retour d'expérience, puisque c'était bien aussi l'intérêt de pouvoir bénéficier de ces témoignages territoires qui ont déployé des microfolies sur 2 modalités différentes, une microfolie fixe à Fresnes-sur-Escaut, avec un témoignage à 3 voix, et une microfolie mobile dans l'Aisne. Et puis nous reviendrons sur les perspectives de déploiement de ce programme pour 2024 avec le lancement d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt. Évidemment, tout au long, on l'a positionné à la fin, mais au fil de ce webinaire, si vous avez des questions à poser ou des besoins de précision, n'hésitez pas, le chat est là ou vous levez la main. Voilà pour le programme et je vous recède la parole. Madame Leroy, vous êtes directrice régionale adjointe déléguée en charge du pôle public, territoire et industrie culturelle. Je vous remercie de votre présence et puis je vous laisse nous repréciser les modalités d'intervention de la DRAC dans les quartiers. Merci infiniment, Madame Petit. Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe aux remerciements de l'IREV et de ma collègue Florence Lemoine. Merci infiniment à tous les participants aujourd'hui à ce webinaire où vous êtes inscrits nombreux, à nos partenaires de l'IREV, du SGAR et nos partenaires de Fresnes-sur-Escaut et de la communauté de communes de Tirage du Centre. Je suis vraiment absolument ravie de vous retrouver toutes et tous pour inaugurer ce cycle d'échanges, de formation, de webinaires, de dialogue et de ressources que nous entamons ensemble et avec un partenariat étroit avec l'IREV. Comme l'évoquait tout à l'heure Florence, c'est seulement un début. On aura l'occasion, bien sûr, de partager d'autres thématiques et de revenir en toute fin de webinaire sur la nature des besoins qui peuvent être les vôtres en termes de formation, d'accompagnement et de nature d'outils. On trouvait intéressant, peut-être, on se connaît pour beaucoup tous et toutes, mais de revenir finalement sur quelques éléments un peu de fondamentaux, sur la manière dont est organisée la DRAC et surtout sur quelle nature de champ elle intervient. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ce sera des choses que vous ne découvrirez pas, mais néanmoins, ça nous permettait aussi de pouvoir construire le cadre de notre dialogue aujourd'hui amorcé sous ce format. Vous redire que la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France est une des 13 régions France entière, service déconcentré du ministère de la Culture en région, et que nous intervenons sur les 5 départements de la région depuis la fusion en 2016, et que nous avons 7 lieux d'implantation dans la région, 2 qui sont un à Lille, l'autre à Amiens. Pour un très grand nombre de mes collègues, ils sont implantés sur ces 2 sites, et avec nos collègues des unités départementales d'architecture et du patrimoine dans les 5 départements que compose la région. On intervient sur une grande diversité de politiques publiques, de contenus et d'accompagnement, et peut-être resituer la nature des accompagnements qui sont les nôtres. Dans le champ du patrimoine et de l'architecture, on a des services qui sont directement dédiés à l'accompagnement des monuments historiques, de l'archéologie et l'archéologie préventive, un champ qui est dédié à l'urbanisme et à l'accompagnement des paysages, un service qui est dédié aux musées également, aux archives, et on y retrouve une composante importante aussi, et notamment pour notre équipe, de valorisation du patrimoine et de l'architecture sous toutes ses formes. Vous retrouverez assez naturellement, mais beaucoup d'entre vous le savent, des aspects à la fois de cadre, de règlement, autour d'un outil que j'utilise toujours aussi pour avoir des repères qui sont importants autour de la loi création, architecture et patrimoine de 2016, où on retrouve toutes, en plus des aspects, de l'ensemble des aspects réglementaires et des codes qui nous régissent, l'ensemble des informations qui permettent d'avoir une vision un peu 360
360 de la nature de nos soutiens. On a un volet aussi, bien sûr, au sein de la DRAC, autour du pôle création et enseignement artistique, d'accompagnement des acteurs labellisés, conventionnés sur des conventionnements durables autour du champ du spectacle vivant et de l'art contemporain. Une grande diversité de dialogues aussi sous des formats d'accompagnement des artistes et notamment dans le cadre du volet création artistique qui donne lieu à de l'accompagnement du soutien à travers une diversité de commissions, mais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. On intervient, on accompagne. En tous les cas, on essaye le plus possible d'être aussi facilitateur du dialogue dans le cadre de l'enseignement artistique, du dialogue avec les conservatoires et les écoles de musique, mais également des interventions et un accompagnement en termes d'enseignement supérieur culture avec notamment les écoles supérieures d'art qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Là, c'est plutôt le travail de l'ensemble de mes autres collègues. Là, aujourd'hui, avec Clément et Florence, que je remercie d'être avec nous et d'avoir surtout contribué très fortement à la construction de ce que vous présentera tout à l'heure Florence et Clément, de la stratégie et de l'accompagnement des microfolies. Nous sommes au sein du pôle public territoire industrie culturelle, véritablement sur des enjeux qui sont plus directement liés à la politique liée aux industries culturelles. Donc, vous nous retrouverez sur le volet lecture publique, accompagnement type DGD, construction, amélioration des bibliothèques et médiathèques publiques, construction des politiques en faveur de la lecture publique, de la lutte contre l'illettrisme, mais également l'accompagnement du champ de la des manifestations littéraires, de l'économie du livre, du champ de la librairie. Je ne serai pas plus longue à cet endroit. On a aussi un champ cinéma. Et quand je dis ça pour la DRAC, il n'y a pas aucune des politiques que nous mettons en œuvre en structures culturelles et artistiques et culturelles et collectivités territoriales de cette région, aussi un champ autour de la politique d'éducation artistique et culturelle dans le champ notamment de l'éducation au cinéma à l'image. On a un volet important, c'est celui sur lequel on va s'arrêter plus avant dans quelques secondes, avec Florence, sur les politiques de déploiement de l'action culturelle et de l'éducation artistique et culturelle dans tous les temps de vie de la population, des habitants de notre territoire. Volontairement, on ne parle pas de public, mais bien d'habitants. En particulier en direction des plus jeunes, on va dire de la maternelle à l'université, mais bien au-delà, dans tous les temps de vie de la population. On y reviendra parce qu'il nous paraît essentiel à l'aune des territoires et des enjeux sociaux économiques de notre région d'être à cet endroit dans le dialogue qui est le nôtre. Donc, on crée les conditions le plus possible de concevoir avec les partenaires des dispositifs, des programmes qui nous permettent au fil de l'année et sur l'ensemble du territoire d'avoir des contenus qui permettent un accès le plus émancipateur possible et le plus généralisé possible d'échanges et de dialogue entre l'art, la culture, les artistes, mais pas que, et la population partout là où elle se trouve. Ça me fait une transition, j'espère, parfaite. En tous les cas, merci infiniment à tous et toutes pour votre écoute et on se retrouvera après sur les questions et les dialogues. De passer la parole à ma collègue Florence Lemoine. Merci beaucoup. Merci Peggy. Donc effectivement, transition parfaite dans cette stratégie en faveur des habitants. Le volet plus spécifique de l'intervention à destination des habitants en quartier politique de la ville, qui fait partie, comme je le disais, d'une stratégie plus large, culture et lien social. Donc là, un focus sur l'intervention et les modalités d'intervention de la DRAC en faveur des quartiers politiques de la ville en 4 volets. Le premier, expertise et accompagnement en ingénierie. L'accompagnement au déploiement des microfolies fixes et mobiles avec une attention particulière pour celles déployées au sein des quartiers politiques de la ville. C'est exactement l'objet de ce séminaire aujourd'hui, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail puisque Clément va évoquer ce point juste après. Juste dire qu'actuellement, il y a dans la région 19 microfolies
au sein d'un QPV ou à proximité immédiate, donc vraiment une microfolie qui s'inscrit dans le quartier politique de la ville. Aussi, l'accompagnement au déploiement du pass culture au sein des quartiers politiques de la ville. Des discussions sont en cours actuellement pour justement amplifier et renforcer le recours du pass culture sur la part individuelle des jeunes habitants des quartiers politiques de la ville. Juste à noter actuellement, pas de disparités qui sont observées de recours entre les jeunes habitants des quartiers politiques de la ville et les habitants hors quartier politique de la ville. Je ne rentre pas non plus beaucoup plus dans le détail puisque le pass culture fera l'objet d'un séminaire, d'un webinaire ultérieurement. Enfin, le troisième volet de l'expertise et accompagnement, c'est l'expertise, c'est-à-dire que la DRAC accompagne les professionnels de la politique de la ville en rendant des avis et des préconisations sur les dossiers culturels déposés dans le cadre des contrats de ville, des avis et des préconisations qui permettent d'éclairer la décision et qui permettent aussi d'accompagner sur l'ingénierie de projet. Pas là pour enfermer ni dire non, plutôt pour être là pour qualifier et pour accompagner les contenus et rappeler les fondamentaux de la DRAC, c'est-à-dire le recours à des artistes professionnels, la mise en place de logiques de parcours, de projets sur le temps long pour éviter l'action ponctuelle et créer des vraies habitudes culturelles et des vraies pratiques culturelles. Donc ça, c'est justement fondamentaux qu'on essaye d'essaimer tout au long de ce webinaire. L'accompagnement financier au projet, le dispositif C'est mon patrimoine, qui est issu d'un partenariat entre le ministère de la Culture et la NCT. J'en profite pour remercier nos collègues du SGAR qui sont présents aujourd'hui et avec qui vraiment on porte ce dispositif dans la région Hauts-de-France. C'est un dispositif qui repose sur la co-construction de projets entre des acteurs culturels, des lieux patrimoniaux et des acteurs du champ social pour permettre vraiment à des jeunes et à leurs familles de se réapproprier de façon originale et via des médiations un peu renouvelées les lieux de patrimoine, leur histoire et leur collection. J'en profite pour vous indiquer que la campagne 2024 de C'est mon patrimoine va ouvrir dans les tout prochains jours. Vous pourrez retrouver l'information sur le site de la DRAC. Et d'ores et déjà, vous indiquer que la date butoir sera fixée au 10 mars. On reste bien sûr à disposition pour répondre à toutes sortes de questions pendant cette période d'ouverture de la campagne. Aussi, l'accompagnement de projet est sur la période de l'été, puisque la DRAC investit la période estivale pour permettre au plus grand nombre d'habitants des Hauts-de-France de pouvoir bénéficier de propositions joyeuses et culturelles durant la période de l'été, des propositions d'éducation artistique et culturelle avec une attention particulière portée sur les habitants des quartiers politiques de la ville. Là aussi, un appel à projet qui va ouvrir dans les prochains jours, qui s'adresse aux artistes et équipes artistiques et aussi aux associations et collectivités territoriales. Et vous indiquer qu'un webinaire d'information sera proposé le 16 février à 10h. Plus d'informations à venir, mais ça permettra vraiment de bien comprendre les attendus et le cadre de ce cahier des charges. Et juste vous dire qu'en 2023, 64% des projets de l'été culturel se sont déployés au sein de quartiers politiques de la ville. Troisième outil d'intervention de la DRAC au sein des QPV, c'est le déploiement des résidences missions d'éducation artistique et culturelle qui sont vraiment l'outil de démocratisation des arts et de la culture au bénéfice des habitants. Et là, donc vous connaissez pour certains, et on sait qu'aujourd'hui on a des présences de coordinateurs de Cléa qu'on remercie. Ces résidences missions, elles permettent vraiment de proposer des expérimentations, des gestes artistiques et de fédérer autour de la présence d'un ou plusieurs artistes, les acteurs éducatifs, les forces vives du quartier et de vraiment proposer des expérimentations au bénéfice des habitants. Là encore, deux articulations et renforcement de l'action au sein des QPV. L'articulation des enjeux spécifiques de la politique de la ville dans le cadre des conventionnements d'éducation artistique et culturelle nouvelle génération. Effectivement, dans le cadre des Cléa nouvelle génération, des axes ont été proposés aux collectivités qui vont se réengager autour de ces conventionnements.
et sur les collectivités avec des forts enjeux politiques de la ville et de nombreux quartiers politiques de la ville, comment donner une coloration importante à ces conventionnements d'éducation artistique et culturelle nouvelle génération, une coloration importante autour des enjeux de cohésion sociale, de participation des habitants, autour de la jeunesse aussi, tout ce qui fait des atouts positifs qui sont observés dans les quartiers politiques de la ville. Et enfin, toujours dans le cadre du déploiement de résidences mission, la DRAC généralise et renforce le programme quartier, qui sont des résidences mission à des fins d'éducation artistique et de cohésion sociale, qui sont là des résidences de 3 mois qui permettent, autour de la présence d'un artiste, de vraiment fédérer les associations, les acteurs du champ de la politique de la ville, mais plus largement de la cohésion sociale, des solidarités, autour de la présence des artistes, pour en faire des véritables laboratoires des droits culturels. Je ne rentre pas plus dans le détail puisque le programme quartier fera vraiment l'objet d'un séminaire spécifique pour présenter vraiment plus largement le cadre des résidences missions, à la fois les conventionnements d'éducation artistique et culturelle, et avec un fort focus sur la présentation de ce programme qui a été renouvelé et qui sera proposé et généralisé à compter de 2024. Et enfin, dernier axe, c'est la sensibilisation et la formation des professionnels de la politique de la ville et de l'éducation artistique et culturelle. C'est vraiment l'objet et c'est la première pierre aujourd'hui avec ce premier webinaire. La mise en place de temps d'information et de formation à destination des acteurs de la politique de la ville et des temps de rencontre et d'interconnaissance entre acteurs sociaux et culturels pour vraiment porter des démarches coportées au sein des quartiers politiques de la ville, un croisement des enjeux et vraiment investir sur des nouvelles pratiques professionnelles et intégrer vraiment les besoins, les attentes, les contraintes, mais aussi les enjeux et le vocabulaire même aussi dans les pratiques professionnelles, à la fois des acteurs du champ social et des acteurs du champ de la culture et de l'éducation artistique et culturelle. J'en ai terminé, j'espère avoir tenu le délai. Je passe la parole à Clément Croiset, mon collègue, pour une présentation des microfolies. Je vous remercie. Merci Florence. Clément, je vous en prie. Donc, au niveau historique, je reprends Alors, par contre, est-ce que vous pouvez réussir à augmenter un tout petit peu le micro si vous voulez bien? Sauf si tous les participants vous entendent bien. Ça va bien se passer. Allez-y. Donc, au niveau historique, pour reprendre, donc, les microfolies ont été créées en... Vous m'entendez, c'est bon? C'est dur? Je vais essayer d'avoir les micros, parce que c'est pas mieux que le... Ça avait l'air bon là, Clément, juste à la... Si je peux me permettre, non, en fait, c'est pas le micro du casque qui fonctionne, je pense. C'est un autre micro. Allez-y, essayez. Vous m'entendez mieux? C'est un peu faible, mais si vous haussez un peu la voix, ça devrait passer. Merci. Donc, je reprends. Au niveau de l'historique, pour reprendre comment ont été créées les microfolies, elles ont été créées en fait en 2018. non. De la lutte contre les zones culturelles blanches. Et c'est en septembre 2019 que le ministère de la Culture a annoncé un objectif très ambitieux d'ouvrir 1000 microfolies au niveau national. Ces microfolies, on n'est pas encore arrivé à l'objectif des 1000. On a un peu plus de 350 microfolies ouvertes en France en 2023. Au niveau de la région Hauts-de-France, nous avons pour l'instant 35 microfolies ouvertes, dont 4 microfolies mobiles. C'est seulement en janvier 2021 que le gouvernement en fait, a souligné l'enjeu de soutenir le développement des microfolies en direction des quartiers politiques de la ville.
L'objectif, c'était d'avoir une répartition équilibrée des microfolies au sein du territoire de chaque région, en prenant en compte les territoires quartiers politiques de la ville et les territoires ruraux. Mais aussi, les microfolies peuvent s'inscrire dans les cadres contractuels, pardon, tels que les programmes Action Cœur de Ville, les labels Petites Villes de demain, etc., nouer avec les collectivités et contribuer aux dispositifs locaux de développement artistique et culturel, notamment avec les contrats territoire à lecture, les contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'une microfolie? Une microfolie, c'est un équipement qui propose des contenus culturels, ludiques et technologiques pouvant s'installer dans tous les lieux existants, tels que les médiathèques, salles des fêtes, lieux patrimoniaux, les tiers-lieux. Ça peut être aussi dans des commerces, des écoles de mairie, etc. C'est composé d'un musée numérique. Alors, les contenus des musées numériques sont gratuits et permettent d'avoir accès aux collections nationales des 12 établissements culturels fondateurs. Je ne vais pas tous les citer, mais on retrouve dans cette collection le Centre Pompidou, le Château de Versailles, le musée d'Orsay, l'Opéra national de Paris, etc., etc. Mais aussi, vous trouverez les collections des œuvres intéressantes régionales et européennes. C'est des collections où les collectivités peuvent demander à l'établissement public du parc de la Grande de la Villette, qui gère l'installation de ces microfolies, pour intégrer leur collection. Par exemple, dans la région de France, si je me souviens bien, on avait demandé à inclure la collection du musée de la piscine de Roubaix, ce qui a été fait. Après, c'est un musée numérique principalement, mais selon le territoire, le projet et le nombre d'habitants qu'on souhaite toucher, on peut ajouter plusieurs modules complémentaires à ce musée numérique. On peut ajouter notamment un Fab Lab, un espace de réalité virtuelle, un espace scénique et une bibliothèque avec des jeux de société, une collection de lecture pour les enfants plutôt à base de bande dessinée ou pour les adultes également. Et créer autour de ça, on crée aussi autour de ça un espace de convivialité. Alors après, les deux objectifs de la démarche d'avoir une microfolie, il y en a deux. Le premier objectif de la démarche d'avoir une microfolie, c'est pour les habitants. Comme c'est une véritable plateforme culturelle de proximité, les activités de la microfolie sont en destination de tous les publics, donc les familles, les groupes scolaires, les associations, les jeunes. Et donc, sa vocation à animer le territoire, à réduire les inégalités aux habitants en offrant un accès aux œuvres des plus grandes institutions culturelles régionales, nationales et internationales. Prendre part à un réseau permettant d'utiliser des moyens, permettant de soutenir les artistes, pardon, les associations locales à travers une coopérative artistique et valoriser le patrimoine artistique et culturel local. Le deuxième objectif, c'est pour la région en elle-même, car développer une microfolie sur son territoire, c'est pouvoir disposer de contenus et d'outils, avec des collections numériques, des contenus pour les partenaires, des outils de médiation, de formation, des tutoriels, participer à des événements communs qui ponctuent aussi la vie du réseau Microfolie, comme des lancements de nouvelles collections du musée numérique ou des rendez-vous régionaux et nationaux. Et enfin, garantir un enrichissement de l'offre culturelle sur le territoire, sachant que l'établissement public Condal de la Villette propose régulièrement des nouveaux contenus pour alimenter. Après, il faut savoir que la microfolie, il y a deux déclinaisons. Alors, la première, c'est la microfolie fixe. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celle qui est le plus développée dans la région Hauts-de-France, car sur les 35 actuellement ouvertes, on dispose de 31 microfolies fixes et de 4 microfolies mobiles.
Alors, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que la mobile elle va pouvoir voyager au sein des territoires. C'est la différence, elle est, au niveau du coût, elle est un peu plus onéreuse parce qu'elle est dans des flight cases. Et voilà, ça augmente légèrement le coût pour les collectivités qui souhaiteraient s'équiper d'une microfolie. Au niveau de la direction régionale des affaires culturelles, depuis 2022, on a lancé un appel à la manifestation d'intérêt en partenariat avec le conseil régional. Ça, je reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est un autre point, donc je vais vous la présenter. Mais ça aide les collectivités et un soutien financier de la part de l'État via les crédits de la préfecture et du conseil régional. Merci, Monsieur Croiset, pour ces précisions. Puis effectivement, on pourra revenir à la fin du webinaire sur les perspectives de déploiement et les soutiens possibles. Alors, vous l'évoquiez, il y a deux façons de déployer une microfolie dans son territoire. Une version fixe et puis une version mobile. Ça tombe bien puisque les témoins que nous avons sollicités, qui ont accepté notre invitation, vont nous permettre justement de montrer comment ces deux façons de déployer une microfolie se traduisent concrètement dans les territoires vis-à-vis des publics aussi qu'ils concernent. Donc nous avons pour ces retours d'expérience deux microfolies, je le disais. Une première microfolie fixe déployée à Fresnes-sur-Escaut, où le retour d'expérience sera porté à 3 voix, si je ne m'abuse, par madame Magnier, qui est adjointe à la culture, Clémence Granger, qui est chargée de projet politique de la ville et rénovation urbaine, et Mathieu Pavlac, coordinateur de la microfolie, pardon. Et puis, deuxième exemple donc de microfolie mobile dans l'Aisne, avec un retour d'expérience porté par Priscille Walmet, qui est chargée de mission politique culturelle communautaire à la communauté de communes de la Thiérache du Centre. Je vais proposer tout de suite, s'il n'y a pas de questions particulières dans le chat, à nos témoins de Fresnes-sur-Escaut d'activer leur caméra pour que je les retrouve, à moins qu'ils ne l'aient déjà fait, et que je puisse les mettre en évidence. Puis ils peuvent ouvrir leur micro également. Oui, vous êtes là, ça y est, je vous ai trouvé. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue dans ce webinaire et merci encore de votre mobilisation. Eh bien écoutez, je vais vous céder la parole pour donc Madame Magnier, Monsieur Pavlac, pour vous puissiez nous présenter en une quinzaine de minutes comment s'est déployée cette microfolie sur le territoire de Fresnes-sur-Escaut. Peut-être nous resituer d'abord un peu Fresnes-sur-Escaut, les grandes caractéristiques et puis le projet du territoire. Et puis ensuite, vous pourrez évidemment caractériser comment la microfolie est venue soutenir ce projet et concrètement aussi quelles sont ses spécificités de déploiement et puis peut-être aussi des enseignements que vous en tirez après ces premiers temps de déploiement, à la fois en termes de points positifs, mais peut-être aussi quelques limites ou difficultés que vous avez pu rencontrer. On est là aussi pour se partager la réalité des projets et de leur déploiement. Merci encore. Je vous cède la parole, Madame Magnier. J'imagine que c'est vous qui commencez. Oui, bonjour. Je disais qu'à côté de cela, nous possédons également un patrimoine. Vous m'entendez mieux là? C'est parfait. Nous possédons également un patrimoine historique et culturel tel qu'un temple de l'amour, l'ancienne gare d'Héouillères où va se loger la microfolie future et encore le château des Androuins. De ce fait, au cœur de notre projet territorial, la politique culturelle occupe une place prépondérante. L'orientation culturelle de la ville de Fresnes s'articule autour de la promotion et de la diversité culturelle, la mise en avant des arts et le renforcement du sentiment d'appartenance à la communauté. Dans cette optique, des événements sont régulièrement faits, tels que des festivals, des expositions artistiques et des représentations théâtrales.
En 2013, nous avons inauguré un centre des arts plastiques. 2019, suite à un appel à projet du ministère de la Culture, nous avons répondu et déposé une demande pour notre microfolie. La commune s'est inscrite dans ce dispositif qui permet le déploiement d'une structure culturelle dans laquelle des nouvelles technologies et une place primordiale. Cette dernière propose dans un premier temps un espace d'atelier avec différents outils que Mathieu va vous présenter. Dans la continuité de notre programme culturel, nous proposons aussi un espace scénique avec représentation de nombreuses œuvres des musées nationaux. Et enfin, un espace scénique et un espace de convivialité. Donc, je passe la parole à Mathieu qui va vous expliquer le fonctionnement de notre microfolie. Bonjour, on m'entend bien? Bon, si je vois des pouces en l'air, c'est que tout va bien. Parfait. Alors, je me présente donc Mathieu Pavlak, je m'occupe du Fab Lab de Fresnes-sur-Escaut. Donc, je vais vous parler un petit peu du retour d'expérience que j'ai maintenant depuis 2 ans, depuis que nous sommes installés. Donc, on a eu une première année, on va dire, qui était très test pour savoir un peu comment le public réagissait à nos différents ateliers, les mises en place des machines, comment aborder avec eux le côté où il ne faut pas avoir peur de ces machines-là, elles ne vont pas les manger. Voilà, donc sur un an, on a eu un bon retour. Donc maintenant, on a bien réussi à localiser les ateliers qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Nous avons aussi tout fait pour essayer de ne pas tomber dans le travers de la consommation, parce que c'est un problème avec les Fab Labs, le côté consommation. Les gens voient ça des fois comme une petite entreprise. Bon, je dépose quelque chose, je reviens plus tard, alors qu'on a le côté participatif qui est très important et qui est même l'essence du Fab Lab. Donc, nous sommes équipés de diverses machines 3D, de découpeuses laser, de casques de réalité virtuelle, etc. Alors, nous avons essayé aussi de prendre des machines qui sont accessibles aussi au grand public. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne adore la 3D et cette personne vient régulièrement et que veut s'acheter une machine, je n'ai pas envie de la démoraliser en disant bah, cette machine-là vaut 5 000 euros, je suis désolé, ce n'est pas possible. Nous avons essayé de prendre des machines qui sont accessibles en termes de prix pour que bah, la personne puisse, par exemple, la prendre à sa maison. Et si j'arrive à ce résultat-là, bah, je considère que j'ai gagné et que ma mission elle est réussie. C'est parce qu'on a réussi justement à démocratiser ce matériel. Donc là, on continue, en tout cas, sur cette voie-là. On a de bons résultats pour l'instant de ce côté-là. Donc là, on est toujours dans la mise en place de nouveaux ateliers. On essaie d'aller plus loin. On reste en veille numérique, voir ce qui se fait un petit peu ailleurs aussi. On essaie de voir ce qui ne marche pas toujours. Donc là, comme ça a été expliqué, nous allons bientôt déménager dans une nouvelle structure pour pouvoir justement nous expanser de cette partie-là et de pouvoir proposer de meilleures choses. Suite à ça, nous organisons aussi maintenant des événements ponctuels. Donc là, on est à 2 par an liés au Fab Lab. Nous avons un événement à l'image d'un Maker Faire qui s'appelle Faites-le vous-même, où on propose à des personnes qui sont dans le DIY, donc do it yourself, de venir présenter un petit peu ce qu'ils font. Et ça nous a créé un événement qui avait réuni un peu plus de 600 personnes pour notre première l'année dernière. C'était pas trop mal. Et un événement pop culture aussi, lié principalement au Fab Lab aussi, etc., qui a aussi amené autant de monde. Voilà, donc on essaie de se diversifier, de se fermer absolument à rien en termes de possibilités. On essaye, si on échoue, c'est pas grave, et puis on continue. Voilà. Je vais laisser la parole à Clémence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clémence Granger, chargée de projet politique de la ville et rénovation urbaine à la ville de Fresnes. Donc, maintenant, pour terminer, en ce qui concerne les QPV à Fresnes, il en existe 2, à savoir le centre-ville et le Trieux. Actuellement, la microfolie est située dans le QPV du centre-ville, intégré au centre des arts plastiques. Toutefois, elle sera déplacée vers l'ancienne gare des Houillères, monument classé, et qui sera transformée en un véritable pôle culturel. Il convient de noter que cette gare n'était pas initialement incluse dans le QPV, mais dans le cadre du renouvellement du contrat de ville, nous avons pu redéfinir les périmètres
et intégrer la gare dans le QPV du centre-ville. À l'intérieur de ce nouvel espace culturel, la microfolie ne sera pas la seule attraction. Notre musée de la mine et de l'histoire locale sera également présent, établissant un lien significatif avec le musée numérique. Cette initiative créera une passerelle entre le passé, le présent et le futur. De plus, l'espace accueillera également une académie de théâtre amateur dédiée et abritera un estaminet, ce qui fera de cet endroit un véritable tiers-lieu. Outre son caractère culturel, ce lieu bénéficiera d'une forte affluence étant donné sa proximité avec la voie verte du Sentier des Gueules Noires, qui emprunte le tracé de l'ancienne voie ferrée entre Somain et Pérouet. L'ouverture de ce lieu est prévue fin 2025, début 2026. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les trois et on voit des perspectives effectivement de développement de la microfolie et d'insertion dans un projet beaucoup plus global. On a déjà envie d'être en 2025 et de venir se rendre à la gare des Houillères. Il y avait peut-être des besoins de précision je vérifie le chat. Est-ce que les personnes ont effectivement acheté un équipement pour chez eux, Monsieur Pavlak? Je pense que la question s'adressait à vous. Bon, j'ai répondu dans le chat en Oui, même pardon. temps. excusez-moi, Oui, Oui. non, mais c'est pas grave, je peux répondre de manière générale. Donc oui, des personnes ont acheté de l'équipement à leur maison. Donc l'avantage du Fab Lab, c'est qu'on peut les conseiller parce que il y a tout, absolument tout sur Internet et les gens peuvent acheter n'importe quoi et puis après ils arrivent au Fab Lab, ça m'est déjà arrivé. J'ai acheté ça, je sais pas m'en servir. Et oui, mais il fallait demander avant, j'aurais pu te conseiller sur autre chose. Voilà. Mais oui, là je suis facilement à une dizaine de personnes qui ont acheté du matériel. Non, je perds pas de public. Parce que c'est des personnes en fait qui continuent à vouloir se perfectionner en tout cas par exemple dans l'impression 3D. Donc ils ont toujours besoin de conseils et puis ils transmettent le savoir aussi. C'est-à-dire que par exemple quand je fais des ateliers autour de ça, les personnes-là reviennent pour transmettre ce qu'ils ont appris avec moi à d'autres personnes. En fait, on est vraiment sur la transmission. Bon, on a bien sûr, et ça on n'y coupera pas, des personnes qui sont uniquement là pour de la consommation ponctuelle. Et puis là, voilà, c'est comme ça, point. Mais on a quand même une bonne petite communauté maintenant qui s'est créée autour du Fab Lab où on est sur le partage et la transmission. Voilà. Très bien, Et merci. comment utiliser le musée virtuel le musée virtuel, de notre côté, on est en développement dessus parce qu'on essaie de l'exploiter de la meilleure manière possible. Donc là, on essaie de travailler avec les écoles, on essaie de faire des premières mises en place et c'est difficile de trouver le format pour l'instant, pour le moment. Donc, on est encore en phase de test à ce sujet. Et il sera peut-être plutôt plus déployé à la suite lorsque la microfolie aura déménagé, j'imagine. Ce sera plus facile, oui, ce sera plus facile parce qu'on aura vraiment un lieu dédié à ça et il y aura aussi un espace beaucoup plus convivial à ce sujet-là et ce sera beaucoup plus simple, effectivement. Mais bon, là, on est quand même en train d'essayer de développer quand même ça pour 2025. L'idée, c'est d'arriver et d'être prêt. Voilà, on veut pas tâtonner sur place. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Peut-être passer à la microfolie mobile de l'Aisne et puis si les participants ont d'autres questions ou si ça suscite d'autres réactions, on reviendra vers vous. Merci encore. Madame Walmé, est-ce que vous êtes bien présente avec nous? Il me semble, je vous cherche. Oui, je suis bien là. Voilà, vous êtes bien là, vous avez ouvert votre micro et c'est tout de suite plus facile. Merci de votre mobilisation. Donc, vous êtes chargé de mission politique culturelle communautaire à la communauté de communes de l'Attirage du Centre. Donc, vous portez une microfolie mobile sur le département de l'Aisne, enfin sur plusieurs communautés de communes. Je crois que vous avez un diaporama que je dois partager. Oui, nous je présenter. ce serait plus simple. Pas de souci. Merci. Bonjour à tout Merci le monde. Pardon. Et puis, je vous laisse débuter. Je partage le diaporama en même temps. Voilà. Je vous en prie, allez-y. Alors nous, on a donc on est sur le dispositif est mis à disposition sur 4 communautés de communes. Il est porté par la communauté de communes de l'Attirage du Centre pour l'ensemble des 4 communautés de communes. Donc notre territoire, ça représente 160 communes pour 72 000 habitants.
Alors, on n'est pas surtout, on n'est pas, nous ne sommes pas du tout en ville, nous sommes en ruralité. Donc, je vais vous présenter le dispositif et comment nous l'utilisons. Et après, voilà, vous voyez comment ça peut aussi être adapté dans un quartier politique de la ville. Donc, on a un territoire très rural, historique, qui a été longtemps une zone frontière pendant plusieurs siècles. On a sur le territoire 60 églises fortifiées, mais dont les habitants n'ont pas forcément conscience de ce patrimoine. Il y a eu jusqu'à 6 abbayes. Il n'y en a plus qu'une debout, l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache. On a le familistère Gaudin sur notre territoire, le château des Ducs de Guise. Et c'est une terre de bocage, de terres agricoles, de forêts, et on a quelques petits musées. Voilà pour la présentation. L'objectif commun des 4 communautés de communes, voilà, 72 000 habitants. Quand on va d'un secteur à un autre, on peut avoir jusque une grosse heure, même plus d'une heure pour aller d'un point à un autre si on prend les extrémités, hein. Notre objectif commun, donc, c'est la démocratisation culturelle sur les 4 comités de communes. Donc, c'est un dispositif porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette. Et chaque microfolie répond à 3 ambitions: animer les territoires, être un lieu de convivialité et d'échange, offrir les chefs-d'œuvre des plus grandes institutions culturelles à tous et favoriser la création. Sur notre dispositif, voilà comment il s'implante. Donc, il se déplace régulièrement de commune en commune. Donc là, on peut voir, donc on a un espace bibliothèque, ludothèque, on a le musée numérique, on a un petit Fab Lab et on installe des tables pour des ateliers plastiques et des temps de création. Au niveau fonctionnement, donc on a une convention de service unifié entre les 4 comités de communes qui définit les charges, les modalités de déplacement. Il y a, au niveau des déplacements, on a calculé par rapport au nombre d'écoles sur les territoires. C'est un peu comme ça qu'on a réparti les choses, et avec un coût qui est un coût fixe qui est partagé selon un mode qui est habituel entre les 4 Comcom. Donc, il y a mon poste qui est chargé de mission de coordination sur la microfolie mobile à 50%. Je me charge de tout ce qui est lien avec les communes, de trouver les salles, de les repérer, de rencontrer les acteurs possibles avec lesquels on peut travailler, de faire les premiers liens avec les écoles, les établissements scolaires. Et en animation, on a une médiatrice culturelle et un conseiller numérique. La médiatrice culturelle va développer tout ce qui est autour du musée numérique et des ateliers plastiques, et le conseiller numérique plus la partie Fab Lab. Pour le transport, on a l'aide de 2 agents, un agent du comité de communes, car ils ont le camion. Ça se déplace avec un camion 20 mètres cubes avec haillons, et on a l'aide d'une personne en chantier d'insertion. Donc, le dispositif est gratuit pour les communes. On a même fait en sorte que le risque soit à notre charge au niveau de l'assurance, car il nous arrivait d'aller dans des petites communes qui n'avaient pas, ils étaient assurés pour 5 000 €. Voilà. Donc, comme on se déplace avec un matériel avec 40 000 €, on prend le risque à notre charge, et c'est bien sûr gratuit pour les visiteurs. Sur donc le dispositif microfolie mobile en kit mobile, donc c'est donc le musée numérique. On a 3 flycases, donc ce sont des grands caissons sur roulette. Là, vous en voyez quelques-uns. Donc il y a celui qui porte les enceintes, par exemple. Il y en a un où on peut recharger les tablettes, où on a les pieds de micro, et un autre avec le vidéoprojecteur. Donc en fait, ce sont 15 tablettes avec 30 tabourets. Voilà, l'écran que vous voyez au fond et le vidéoprojecteur en face. Donc là, nous sommes dans une médiathèque, par exemple. Sur l'autre photo, donc on a une bibliothèque ludothèque, donc ce qui correspond à un flycase, et dont on a ajouté des fauteuils et une petite table pour créer de la convivialité. On peut y ajouter de la presse. Voilà, donc c'est un petit espace qu'on peut utiliser, qui reste à disposition, voilà, qui est tout le temps mis à disposition. Et on essaie de travailler avec des bénévoles de Lire et Faire Lire ou des choses comme ça. On travaille régulièrement aussi avec les médiathèques du territoire.
Donc, on va même régulièrement chercher des jeux sur une ludothèque qu'on a à proximité. Et au niveau des bibliothèques, par exemple, des enseignants peuvent nous demander travail sur un thème précis. Et dans ce cas-là, on va chercher dans les collections d'une médiathèque à côté, à proximité. Par contre, les livres, on les prête pas. Enfin, on les prête peut-être à l'école, mais on les récupère en partant. On a donc aussi un autre flycase avec toute la partie Fab Lab, avec une imprimante 3D, des outils pour floquer du textile, une machine à coudre, des cartes de programmation également. Donc là, c'est le plus lourd flycase, il fait plus de 300 kilos. Donc voilà, on ne monte pas dans un ascenseur, on évite, on est toujours sur des endroits avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. On a 2 casques de réalité virtuelle qui permettent d'être un peu plus attractifs pour les ados. Et au niveau des conditions d'implantation, ce qu'on vérifie à chaque fois, on a un espace de convivialité. Quand on est sur un groupe, sur un temps individuel, on propose thé ou café, mais pas sur les groupes. Ou ça dépend des groupes. Voilà. Donc nos conditions d'implantation, voilà, il faut une salle avec un accès PMR, accessible aussi par rapport au camion, avec une semi-obscurité par rapport à la diffusion des œuvres et un vidéoprojecteur. Minimum 70 mètres carrés pour tout déployer. Et 5 prises de courant, un espace chauffé, c'est mieux de le dire, et proche des lieux de vie. C'est vrai que c'est compliqué quand on est un petit peu à l'écart de la commune. On sent qu'il y a un petit manque, voilà, d'être à proximité de l'école ou voilà. 15 jours minimum de disponibilité exclusive. Pas forcément, mais en fait, il faut vérifier l'exclusivité parce que parfois la salle est libre le week-end, mais comme ce sont principalement des salles des fêtes, il peut y avoir cours de gym le mardi, cours de ping-pong le jeudi. Donc, il faut toujours un peu vérifier l'emploi du temps réellement de la salle des fêtes. Et c'est arrivé aussi, car on a des communes où il y a des communes avec des regroupements scolaires et la cantine se fait dans la salle des fêtes. Donc, on négocie pour partager l'espace. Voilà, les communes qui veulent nous accueillir, on trouve des solutions. Par rapport, on peut mettre la dernière photo et je vais vous parler peut-être de la communication aussi. On a tout un arsenal car comme on se déplace, on reste 15 jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois sur une commune. Donc on a une oriflamme quand on est présent, ouvert au public. On a des panneaux cirques qui permettent d'indiquer notre présence sur la commune. On a un compte Facebook. On envoie à la commune un flyer numérique. À charge à eux de le diffuser, mais nous on le diffuse aussi de notre côté. On fait la relation avec la presse. En général, on propose de le faire en doublon, même avec la commune. On le diffuse sur l'agenda de l'Office du tourisme. Mais le principal moteur pour faire venir les personnes au niveau du public individuel, ça reste le bouche à oreille. On essaie tant peu que possible, lorsqu'on est sur une commune avec du scolaire, de positionner l'accueil du public scolaire en premier pour que les enfants puissent en parler, qu'ils reviennent après sur des temps tout public. Donc nous, on a eu une expérimentation, on a expérimenté la microfolie mobile entre 2020 et 2022 dans le cadre du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache et on a acquis le matériel en 2022 avec une aide de la région et de l'État pour un montant d'environ 40 000 €. Et là, on a une convention unifiée qui est en cours de renouvellement pour 3 ans avec les 4 comités de communes. Sur les 4 années, à chaque fois, on visite entre 15 et 18 communes, plus ou moins 1000 habitants, régulièrement des communes qui ont moins de 500 habitants. On ne va pas sur les communes de Vervins, ni Guise, ni Hirson, car elles ont des microfolies fixes à présent. Donc, on se cantonne sur tout ce qui est autour. Notre principal public, c'est le public scolaire à 70%. Public individuel, on est à 16%, avec une belle fréquentation. C'est au moment des petites vacances scolaires. Oui, je vous en prie.
le public scolaire pendant les petites vacances car les enfants ne partent pas beaucoup en vacances ou alors ce sont les grands-parents qui gardent les petits-enfants. Donc on a toujours une belle fréquentation sur les vacances d'octobre, de février et d'avril. Après, on a des autres groupes à 14%, c'est-à-dire c'est des publics que je vais aller chercher un peu, je vais les solliciter, leur proposer des ateliers en lien avec principalement le musée numérique, mais non, pas que, aussi avec le Fab Lab. Ça peut être des résidents en EHPAD, des centres de loisirs, des clubs ados, des clubs informatiques, des groupes en insertion. Ce sont aussi nos publics. Là, en ce moment, nous sommes sur la Capelle. On a un atelier avec l'orchestre d'Emos. Donc, il y a l'atelier d'Emos qui est venu aussi à la Microfolie. On a un coût de fonctionnement de 72 000 € et le dispositif a évolué au fur et à mesure. Maintenant, on a une préparation pour les ateliers, une journée par semaine qui est dédiée à la préparation des ateliers. Et on se rend compte aussi que les ateliers scolaires, on propose des playlists au niveau des scolaires. Et ceux qui sont privilégiés, ce sont ceux où on propose un atelier plastique avec la visite du musée numérique. On se rend compte qu'il y a besoin de support, pas forcément numérique, pour intéresser aussi les enfants. Donc on a des frises, on a des objets, voilà. On essaie de rendre vivant voilà, aussi autrement. On a développé des partenariats. On a un partenariat avec l'Artothèque de l'Aisne, qui permettent d'avoir des œuvres voilà, en réel, en 3D. On travaille avec donc, les ludothèques, je vous l'ai dit, avec les médiathèques, avec l'école intercommunale de musique. On essaie aussi, avec les différents services de la communauté de communes, on a travaillé aussi plusieurs fois ensemble, par exemple avec le service déchets. En même temps, on réutilise les déchets pour créer une petite activité. Et en même temps, ça crée de la pédagogie. Voilà. Je me suis pas chronométrée, mais je te laisserai la place comme ça aux questions. Les points positifs par rapport à ce dispositif, c'est l'implantation possible dans différents lieux. Les salles municipales, les gymnases, directement dans une école, dans une salle de motricité, dans les collèges, dans les médiathèques, dans un lieu patrimonial. Nous, on s'est implanté une fois dans l'abbaye de Saint-Michel, et c'est vrai que de voir un dispositif numérique dans de vieux murs, c'est assez chouette. Les scolaires, les enfants sont moteurs. Ça permet d'ajouter une valeur ajoutée à un événement, à un patrimoine, à un service. Une petite commune voulait faire un événement, un petit salon d'artisanat artiste, et voilà, on est venu sur le même temps. Par rapport, on fait du lien aussi avec nos résidences artistiques. On a un contrat culture-ruralité, on a une résidence longue de territoire, donc on essaie aussi de faire du lien. En ce moment aussi, on travaille sur les arts de la marionnette. Donc voilà, on essaie de proposer aussi des activités sur cette thématique-là. On peut être moteur par rapport à la mise en place d'événements. Par exemple, pour la nuit de la lecture, on essaye ça fait 2 années, cette année on sera aussi dans une médiathèque pour la nuit de la lecture. Nous, ce sont des petites médiathèques où il n'y a qu'une seule personne qui est en charge de faire vivre le lieu. Donc on est plusieurs personnes, on peut être force de proposition. Pour la nuit des musées, on travaille aussi sur les enfants du patrimoine, et l'accueil de propositions artistiques et de sorties muséales aussi. Ça permet de créer du lien aussi entre la circulation de la microfolie mobile et les événements du territoire, donc les concerts, résidences artistiques. Par exemple, là, on a accueilli un concert dans l'église de la Capelle qui est une œuvre de l'architecte Charles Garnier. Donc, au niveau de la microfolie, on a fait une après-midi sur Charles Garnier. Voilà, on était aussi une fois près d'une église fortifiée avec une commune de moins de 200 habitants. À l'intérieur, il y a des fresques d'un peintre, Charles Eck, qui a utilisé la technique du sgraffito. Donc, on a fait un atelier voilà, en lien avec ce qu'on a à proximité. On travaille, on essaie de privilégier aussi les petites écoles ou les regroupements scolaires avec des professeurs qui sont peut-être un peu isolés. Les difficultés, c'est expliquer ce qu'est une microfolie. Le terme n'est pas
n'est pas facile à expliquer. C'est un lieu hybride et Microfolie, c'est pas parlant du tout pour nos publics. Ce qui est chouette aussi, c'est ce qui est compliqué aussi, c'est l'implantation parce qu'on peut être dans des très petits lieux. Donc, comment on agence la microfolie, voilà, ça elle est plus ou moins confortable à utiliser par rapport à l'animation. Le démarchage auprès des communes, la disponibilité des salles. C'est quelques communes viennent me voir, mais c'est toujours du démarchage à faire, même après 4 ans. La communication avec des temps de présence réduits, car c'est beaucoup le bouche à oreille qui marche. Et quand on est là 2 semaines, et ça fait peut-être le tour un peu du village, mais on est parti. La fidélisation d'un public, car on est un territoire très grand, donc c'est compliqué. L'organisation de notre mobilité et qui peut être un peu énergivore par rapport à des partenariats qu'on souhaiterait développer. Je reviens aussi ce que disait le conseiller, la personne en charge du Fab Lab. Au niveau du flocage, on peut avoir quelque chose au niveau de la consommation qui est un peu désagréable. Et après, les outils sont pris en main différemment selon aussi les médiateurs et les animateurs sur le dispositif au niveau des différents profils. Nous, ce qu'on souhaite améliorer, c'est notre lien avec la microfolie mobile et les microfolies fixes. Il y a 2 ans, on avait réussi à faire un micro-festival commun, mais ça pas, voilà. Là, cette année, on n'a pas réitéré. La communication qui reste compliquée, car c'est quand même le bouche à oreille qui marche le mieux. Le lien aussi qu'on souhaiterait améliorer avec les écoles de musique, les harmonies, les artistes, artisans. Voilà, il y a tout un panel de possibilités. Le lien aussi avec les collèges. Les collèges, ils ont tous des imprimantes 3D, mais qu'ils n'utilisent pas forcément, ce qu'on rencontre sur notre territoire. Les perspectives, c'est aussi notre perspective, c'est on aimerait intégrer notre fonds de notre bibliothèque ludothèque au réseau en tout cas notre réseau de lecture publique Tirage du Centre. On se rend compte aussi qu'on communique peut-être pas assez sur notre accessibilité. Sur une rencontre pendant les Journées du patrimoine, je me suis rendu compte qu'une personne venait. En fait, c'était une personne aidante. Son mari avait des difficultés à se déplacer. Et voilà, elle avait pas, son mari était resté avec nous. Elle avait pu visiter l'église fortifiée à proximité dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc, il y a peut-être communiquer plus là-dessus par rapport à ce public. On aimerait trouver aussi un lieu pour rester quelques mois, pour faciliter la tournée, pour programmer et pour créer plus de liens. En bilan, je dirais, parallèlement aux œuvres du musée numérique, on fait redécouvrir le patrimoine et l'histoire locale. Les habitants connaissent mal leur patrimoine et ne se rendent pas compte forcément des richesses qu'ils ont. C'est important, on est à l'écoute aussi du territoire pour mettre en mouvement des débuts de dynamique ou en impliquant différents acteurs. Par exemple, sur une commune, les clubs seniors sont beaucoup aussi en péril, un peu, j'ai envie de dire, suite au Covid. Il y a une commune qui a voulu mettre en avant, recréer du lien au niveau des seniors. On a fait plusieurs après-midi pour des seniors. Ça peut démarrer un début dynamique, en tout cas. Et ce qui est chouette, c'est cet espace hybride qui peut s'implanter dans tout lieu et peut-être aussi dans des lieux qui est familier pour un public qui ne viendrait pas en médiathèque ou dans un lieu culturel à proprement, voilà, dédié, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, votre témoignage, voilà, avec Microfolie, effectivement, qui se déploie quand même depuis un temps relativement long, avec quand même beaucoup de temps de démarchage qui sont porteurs. Enfin, moi, je trouve qu'en termes de coopération nouée avec les acteurs locaux, qu'ils soient les structures culturel, réseau de lecture publique, réseau scolaire, mais aussi voilà ce que vous évoquiez, les EHPAD et autres. Enfin voilà, on sent qu'il y a une appétence, une capacité de déploiement, de venir en soutien ou de s'inscrire vraiment
au plus proche des lieux fréquentés par les différents publics de votre territoire. Et ça, c'est assez stimulant, même si on devine bien dans votre propos à quel point c'est chronophage aussi et peut-être parfois un peu usant d'être sur les routes et de ne pas pouvoir finalement bénéficier au bout de 15 jours. Effectivement, le temps est assez court finalement pour avoir un retour sur investissement. C'est que peut-être que pouvoir s'implanter de manière un peu plus longue ou en essayant de travailler les questions de mobilité, de mise en réseau de ces acteurs entre eux, peut être une piste aussi intéressante à creuser. Mais merci beaucoup en tout cas pour ces belles réalisations qui j'espère, inspirent les participants. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions dans le chat ou des souhaits de prise de parole. Il y avait besoin de précision sur le 70 mètres carrés de surface disponible quand même. Est-ce que c'est facile à trouver sur votre territoire? Vous l'avez un peu dit, mais Oui, en principe, au niveau des salles des fêtes, oui. Après, quand on va sur une petite on s'est déjà implanté dans une petite maison qui était un lieu communal qui n'était pas loué, mais où il y avait pas, on recevait pas de scolaires, par exemple. Donc oui. voilà, le musée numérique, et ben, on mettait juste 3 tablettes, et puis dans une pièce il y avait le Fab Lab, et dans une autre pièce, voilà, il y avait la bibliothèque, ludothèque. Mmh. Mais par contre, effectivement, si on est sur des salles des fêtes, forcément, Oui. il y a les contraintes que vous évoquiez, d'autres occupations possibles de cet espace, pour des activités régulières qui peuvent venir contrecarrer. Très bien, bah, écoutez, merci vraiment pour votre témoignage. Je ne vois pas d'autres questions ni de prise de parole. Je propose donc que l'on poursuive. Merci, madame Walmé. Et Je donc vous en puisque prie. maintenant vous êtes bien stimulés sur, la capacité de ces microfolies à venir soutenir les projets, de vos territoires, je vais redonner la parole à monsieur Croiset, pour qu'il nous précise effectivement les modalités du soutien, possible pour, déployer des microfolies, dès 2024. C'est bien ça, monsieur Croiset? Oui, oui, c'est ça. Vous m'entendez mieux? On vous entend beaucoup mieux, merci. Oui, j'ai changé de micro, ça va mieux. Merci. Donc, troisième appel à manifestation d'intérêt pour la région Hauts-de-France. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert aux collectivités, communes et syndicats mixtes. Le préfet de région n'a pas souhaité élargir aux associations et entreprises privées, qui est une possibilité dans d'autres régions, je tenais à le préciser. En revanche, si une collectivité territoriale souhaite s'adjoindre à une structure associative, il faudra qu'elle en détaille le portage. Au niveau du territoire, donc forcément, il y aura une attention particulière qui sera portée au projet en quartier politique de la ville et aussi dans les territoires prioritaires que sont la Sambre Avesnois-Thiérache et le bassin minier. Au niveau des dépenses éligibles, donc les dépenses éligibles de l'appel à manifestation d'intérêt sont les coûts de mise en œuvre d'une microfolie. Alors, dans le cas d'une microfolie fixe, le coût est d'environ 38 000 € hors taxe, hors frais de montage. Les frais de montage de mémoire qui devaient être environ de 2 000 € hors taxe, donc on va dire 40 000 €, tout compris. Et la cotisation au réseau Microfolie de 1 000 € est prise en charge également la première année, ainsi que la formation des médiateurs et le suivi technique. Et pour une microfolie mobile, le coût est un peu plus élevé, donc il faut compter 50 000 € hors taxe. Et au niveau des subventions, alors pour les collectivités qui souhaiteraient cette année, enfin pour 2024, candidater, le lien est directement sur le site du ministère de la Culture. Vous avez un onglet aide et démarches et subventions. Vous avez une petite barre de recherche. Vous tapez juste le mot folie, c'est très simple. Vous arriverez directement sur la démarche et vous choisissez la région Hauts-de-France. Vous cliquez, vous arriverez directement sur la démarche simplifiée.
il y a deux appels à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire que le premier, il est pour les microfolies fixes, le deuxième pour les mobiles. La seule différence, c'est le taux de subventionnement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on marche en partenariat avec le conseil régional de la région Hauts-de-France. Le conseil régional, lui, ne va apporter des subventions que sur les projets de microfolie mobile. Donc, pour une microfolie mobile, qui coûte 50 000 € hors taxe, l'État, via les crédits de la préfecture de région, apporte une subvention à hauteur de 20 000 € maximum, plus l'aide du conseil régional de 15 000 € maximum. Donc 35 000 € pour une microfolie mobile sur les 50 000 € d'investissement. Pour la microfolie fixe, là, il n'y a que l'État qui subventionne. Pour l'instant, la région, on va en discuter l'année prochaine, peut-être 2025, qui nous rejoindront au niveau de l'accompagnement financier. Pour l'instant, non. Là, il n'y a que l'État, donc ça sera 20 000 € maximum par projet sur les 38 000 €. 38 000, 40 000 si on compte les frais de montage supplémentaires. Il est prévu d'accompagner en 2024 15 projets de microfolie fixe et 5 projets de microfolie mobile. Donc, après, ce chiffre pourra être ajusté en fonction du nombre et de la qualité des candidatures reçues, bien sûr, parce que comme vous le savez, une collectivité n'est pas obligée d'acquérir tous les modules d'une microfolie. Par exemple, c'est le musée, ce qui coûte le plus cher, c'est le musée numérique hein, qui vaut 28 000 €. Après, vous avez les modules complémentaires, comme le Fab Lab qui est à 6 000 €, l'espace de réalité virtuelle qui est à 2 000 € et la ludothèque médiathèque qui est à 2 000 €. Après, chaque collectivité fait le choix. Il y a des collectivités qui sont déjà équipées de Fab Lab, qui sont déjà équipées de médiathèque, ludothèque, qui n'ont pas forcément besoin de ces options complémentaires. Donc, le montant d'investissement peut s'amoindrir selon le projet présenté par la collectivité. Au niveau du contenu du dossier, on ne demande pas énormément de documents, on demande juste une lettre d'intérêt datée signée par la collectivité, une note de présentation synthétique du projet, un plan de financement prévisionnel et une lettre d'engagement des moyens humains qui engagera le demandeur à recruter un emploi temps plein ou à justifier de l'affectation d'un emploi temps plein à la microfolie. Les critères d'appréciation des candidatures, alors, il y en a 5. Le premier, ce sera la cohérence interne du projet. Donc, qu'est-ce qu'on appelle cohérence interne du projet? C'est par exemple les modules qui seront choisis, les horaires d'ouverture de la microfolie au sein des collectivités ou dans les territoires où elle sera amenée à voyager, l'organisation de l'activité de médiation qui est important, les liens avec la structure d'accueil et les acteurs présents sur le territoire également. Le deuxième critère, c'est le mode de fonctionnement du projet. Donc, c'est-à-dire, là, c'est les ressources affectées au projet, la gouvernance et le pilotage qui en sera fait. Le troisième critère, c'est l'inscription dans un territoire prioritaire que j'évoquais tout à l'heure, quartier politique de la ville, Sambre, Avesnois-Thiérache, bassin minier principalement, et le rayonnement territorial du projet, notamment en milieu rural. Donc là, on parle plus de microfolie mobile. Le quatrième critère, ce sera la contribution du projet à la bonne couverture régionale. Donc, on souhaite qu'il y ait une répartition équilibrée au sein de la région. Juste pour mémoire, sur les 35 microfolies ouvertes en région, on en a 8 dans le département de l'Aisne. On en a 11 dans le département du Nord. Il y en a 2 dans le département de l'Oise, 9 dans le Pas-de-Calais et 5 dans le département de la Somme. Pardon. Et enfin, le dernier critère, ce sera l'articulation avec les dispositifs de développement culturel proposés par la DRAC quand ils sont, bien évidemment, présents sur le territoire. Donc, tout ce qui est, je l'ai cité tout à l'heure, les contrats de territoire lecture, les contrats locaux d'éducation artistique, contrats culture ruralité, label ville ou pays d'art et d'histoire, petite ville de demain, etc., etc. Et pour finir, eh bien, cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert depuis vendredi dernier, donc le 8 décembre.
et les dépôts seront possibles jusqu'au 29 février 2024. Je vous rappelle que le lien est uniquement disponible sur le site du ministère de la Culture, dans les aides, démarches et subventions. Dans la barre de recherche, vous tapez folie, vous arrivez directement sur le démarche. La démarche, c'est un remplissage via la plateforme Démarche simplifiée. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Croiset, pour ces précisions. Je me suis permise de placer dans le chat également le lien direct. Bien sûr, il y aura une petite page sur le site de l'IREV également et on relaiera ces appels à manifestation d'intérêt dans notre prochaine Ouais. lettre d'information mensuelle Tu veux quoi? destinée aux acteurs de la politique de la ville. Ouais, est-ce qu'il faut pas bien? Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous Ah plaît? oui. Pardon, merci. Merci en tout cas pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y avait une question dans le chat, c'est existe-t-il des subventions d'investissement complémentaires, j'imagine, pour des microfolies qui seraient déjà en place? Je ne sais pas si vous pouvez répondre, Monsieur Croiset, ou Actuellement, non. L'investissement, c'est voilà, c'est une première mise. C'est vraiment le départ du projet. Pour la continuité, pour l'instant, non, il n'y a pas de subvention mise en place. Peut-être par la suite, mais ce n'est pas prévu actuellement. très bien, merci. Bonjour Morgane, Arnaud Léniel du SGAR. En Oui, complément, c'est dans la logique aussi de cet appui à l'installation des missions locales, des microfolies, pardon, si justement je fais un lien avec un autre sujet, mais l'idée de ces appels à projets, c'est une aide à l'installation. Et un des enjeux qui était très bien identifié par la DRAC et qui a été rappelé par Peggy aussi, c'est l'accompagnement des collectivités. Donc le format en fait du financement, c'est un appui au lancement et l'idée, c'est d'identifier parmi les candidats, celles des collectivités et des EPCI qui ont justement une structuration d'accompagnement des publics vers cet outil. C'est un des enjeux d'accompagnement et c'est vrai que dans le dépôt des dossiers, ça va être intéressant dans les territoires prioritaires de la ville que vous puissiez avoir un échange avec les collectivités et peut-être les inviter à déposer sous format interco, qui est bien connu chez eux avec le travail sur les contrats de ville, parce que c'est un des vrais enjeux d'animation et de pérennisation du dispositif. Parce qu'effectivement, le fonctionnement en lui-même, il n'est pas prévu par ces appels à projets-là. Et donc, quand on étudie ces demandes-là, l'idée est vraiment d'identifier un fonctionnement sur plusieurs années au-delà de l'installation. Clément l'a rappelé et Peggy l'avait rappelé aussi, l'idée c'est d'avoir une bonne couverture territoriale. Je voudrais juste redire que le soutien qui est apporté par le préfet, c'est un engagement fort de sa part, il est doublé pour l'année prochaine, donc avec des objectifs qui sont doublés par rapport au soutien pour un objectif de 10 microfolies l'an dernier. Et l'idée de cibler davantage encore les QPV en les faisant apparaître comme des territoires vraiment identifiés dans l'appel à manifestation d'intérêt, c'est aussi pour mobiliser les collectivités dans un cadre qu'elles connaissent bien, qui est partenarial et qui pourra peut-être les aider à répondre. Je trouverais intéressant, si c'est possible, et là je vous laisse voir de quelle façon ça peut être fait, mais que vous puissiez relayer les liens des appels à projets. Je trouve très intéressant et je voudrais remercier les participants de ce webinaire pour leur témoignage parce que ça peut aussi rassurer sur la façon dont ça s'est passé. Nous, on connaît bien le dispositif, on voit comment le soutien se passe, quel accompagnement peut être fait par la DRAC et quel montage progressif de cette installation peut être fait. Du coup, je trouvais intéressant que ça puisse être relayé en fait auprès des collectivités et qu'on puisse voir comment ça s'est passé dans la réalité pour avoir une idée de ce qu'est le calendrier, de ce qu'est la construction du projet. merci Monsieur Léniel pour ces précisions. Donc, effectivement, c'est bien noté. C'était aussi le sens de ce webinaire, de pouvoir montrer effectivement à l'épreuve de nos témoignages ce que ça pouvait apporter dans les territoires et le replay de ce webinaire et la diffusion des liens vers les appels à manifestation d'intérêt sera bien prévu pour la prochaine newsletter, alors que les territoires sont encore en train d'écrire leur contrat de ville. Je pense que les collectivités présentes ont bien noté que ça pouvait être effectivement l'occasion d'inscrire peut-être ou de réaffirmer un peu mieux un volet culture avec l'appui notamment de ces microfolies, mais pas que, bien implantés dans leur projet territoire, comme on a pu l'entendre à partir des retours d'expérience également. Et une petite mention complémentaire sur la notion d'accompagnement pour illustrer, c'est vrai que certaines candidatures ne sont pas tout à fait matures au moment de la clôture des appels à manifestation d'intérêt,
mais vous pouvez inviter les collectivités à les déposer quand même. Elles pourront être étudiées et accompagnées pour arriver à maturation. Et ce sont des choses qu'on a pu faire les années précédentes. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions? On a encore quelques minutes. On va démarrer quelques minutes de retard. Alors, peut-être la ville d'Arras, est-ce que vous souhaitez porter effectivement qui rappelait que la compétence culture n'est pas nécessairement portée par l'intercommunalité. Monsieur Lab, vous souhaitez détailler un petit peu? Oui, tout à fait. Je suis en fait responsable du service jeunesse et vie étudiante et puis ancien chef de projet aussi de la cité éducative d'Arras. Donc c'est vrai que la notion de culture dans les quartiers prioritaires a tout son sens, bien évidemment. Mais parfois, on a aussi des logiques d'attribution de compétences à l'échelle des intercommunalités. Donc malgré le besoin à l'échelle des quartiers prioritaires, parfois aussi, il y a des échanges qui peuvent être trouvés à la fois avec l'éducation nationale et les pertinences aussi à avoir sur le volet de transition, en fait, et de favoriser aussi l'accès à la culture dès le plus jeune âge. Je viens aussi par rapport aussi à ces microfolies. Est-ce que ça concerne vraiment un public ciblé, mais où on peut vraiment l'ouvrir, voilà, au tout public, c'est-à-dire aux enfants, aux familles, aux personnes âgées, sur le volet aussi intergénérationnel? Je pense que ça pourrait avoir du sens aussi de travailler le projet autour de ces enjeux, de cibler aussi le public, parce que faire bouger aussi l'aspect mobilité des parents sur des structures culturelles, enfin, qui sont parfois aussi en centre-ville, tel qu'un théâtre, ça peut aussi freiner la mobilité du public. Mais oui, non, mais c'est fortement intéressant. Bon, c'est vrai qu'Arras, on est aussi un territoire urbain, mais je pense qu'on a aussi des chances, pourquoi pas, à essayer de développer le projet au sein des quartiers prioritaires, tout comme le Pharos. Enfin, voilà, on a aussi des structures qui sont implantées dans les quartiers prioritaires et où on associe l'éducation nationale, les collèges, les écoles qui sont à proximité sur du théâtre, sur la culture urbaine. Donc, cela a tout son sens pour aider le public et aussi les ouvrir à la culture. Mais en tout cas, merci bien pour ce webinaire qui est fortement intéressant et qui, je pense, donnera des aspirations pour monter le projet à l'échelle de la région. Merci, Monsieur Labre. Du côté de Madame Leroy ou Florence Lemoine, vous souhaitiez répondre ou réagir, je vous en prie. Oh oui, merci, pardon, merci infiniment aux partenaires d'avoir évoqué ces questions. C'est juste pour nous permettre quelques petits compléments. Oui, effectivement, c'est tout à fait juste. Pas besoin d'avoir une compétence culture pour déployer un projet comme celui-là. C'est vraiment l'objet de la manière dont la collectivité et ses partenaires vont s'emparer de la question de, de- de la présence du projet et de l'outil. Donc ça, c'est vraiment pas un prérequis. Ce qui pour nous est important avec l'ensemble des partenaires dans le cadre du comité de pilotage où nous étudions ensemble avec le conseil régional, on l'a évoqué tout à l'heure, également avec le PPGHV La Villette et nos collègues du SGAR, c'est la cohérence d'ensemble. Comme le rappelait Clément tout à l'heure, la manière dont ça s'articule avec déjà de l'activité, la construction de thématiques, de projets, de contenus sur le territoire, comme vient de le rappeler notre partenaire de la ville d'Arras. Et puis, effectivement, tout ce qui peut concourir à imaginer que durablement, de fait, la microfolie est un outil au service de l'ensemble de la population, l'ensemble de ses habitants, l'ensemble des temps des habitants, c'est autant d'occasions de pouvoir imaginer projets de toute nature. Ça a été très bien illustré aussi tout à l'heure par nos partenaires des deux collectivités, à la fois sur la microfolie fixe et la microfolie mobile. L'idée, c'est vraiment que ça s'inscrive comme un outil durable au service d'un projet qui crée les conditions d'un dialogue et qui vient agrémenter, compléter les formes déjà préexistantes. Donc, on a vraiment sur ces objets-là, pour nous, c'est essentiel. Et on voulait, avec Florence, insister sur un point qui a peut-être été moins dit, mais que vous avez tous et toutes pu voir et finalement entendre de manière incarnée et sensible à travers la présence des chargés
qui est chargé de projet qui les font vivre dans les 2 exemples qu'on a vus tout à l'heure, ça ne marche que si il y a un collègue, un partenaire qui est l'animateur, l'organisateur, la personne qui fait vivre la microfolie et les projets qui s'y raccrochent. Et on voulait insister sur ce point avec Florence parce que ça nous paraît essentiel. Si c'est juste un outil sans l'incarnation, l'animation sur le territoire, le projet ne prend pas forme et tout ce qu'on a pu voir et toutes les propositions qui ont pu être évoquées ne pourraient pas voir le jour. Donc c'est vraiment essentiel pour nous. Et quand on examine les dossiers, c'est aussi à la faveur de ça qu'on crée les conditions d'arbitrage entre les dossiers. Pardon, c'était un petit complément, Morgane. Non, et un complément fort pertinent parce que effectivement, ça venait bien en sous-main de tout ce qui a pu être évoqué. On voit bien que s'il n'y a pas d'animation, si la microfolie n'est pas incarnée pour travailler les coopérations, les installer dans la durée aussi, eh bien forcément ça ne marchera pas, ou en tout cas moins bien. Et ça peut être aussi là le sens d'une inscription peut-être un peu plus forte ou affirmée dans le cadre du contrat de ville, de pouvoir installer la microfolie comme un outil au sein de la coopération interacteurs que constituent ces futurs contrats en faveur des quartiers prioritaires. Donc merci d'être revenu sur ce point effectivement également essentiel. Il est 12h02 et comme je suis aussi gardienne du temps, s'il n'y a peut-être plus de prise de parole, je propose que l'on arrive à l'étape conclusion. Ma conclusion sera assez rapide, simplement remercier donc l'ensemble des témoins intervenants et puis des participants pour leurs apports, riches évidemment. Vous redire donc on va mettre en place une page dédiée sur le site de l'IREV qui permettra de mettre à disposition le replay, les liens sur les appels à manifestation d'intérêt, les diaporamas également diffusés aujourd'hui. Et puis que aujourd'hui, ce n'était qu'un premier rendez-vous. Florence Lemoine l'a évoqué en introduction. Et donc, je vais céder la main à Florence et Peggy Leroy pour terminé, mais voilà, on aura plaisir de toute façon, courant 2024, effectivement, vous proposer d'autres rendez-vous de cet ordre pour poursuivre ce travail de sensibilisation collectif autour des enjeux culture et quartiers prioritaires. Florence, Peggy, je vous cède la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Morgane. Effectivement, donc premier temps d'échange, on avait choisi volontairement le sujet des microfolies puisque, comme je le disais, l'idée c'était toujours de partir d'un outil et de pouvoir voir comment ça vivait sur les territoires, voir les notions de coopération, etc. Ça, je l'ai déjà dit en introduction. On avait profité de l'AMI Microfolie, de son ouverture pour présenter ce premier temps. Aussi pour savoir si c'était un format qui vous convenait, un webinaire flash d'1h30 avec vraiment du relais d'information. Et l'idée, c'était un peu de voir voilà, comment ça prenait et aussi de vous entendre. Donc, on vous fera passer un petit questionnaire à l'issue de ce webinaire pour savoir s'il y a des thèmes que vous souhaitez pouvoir aborder dans ce réseau. Nous, on en a identifié certains, comme on vous le disait, le pass culture, les résidences, missions, etc. Mais peut-être qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez pouvoir aborder. Aussi le format, est-ce que c'est un format plutôt de webinaire d'information d'1h30? Est-ce que c'est un format un petit peu plus long avec des temps d'échange, etc. Voilà, c'est vraiment un format qu'on veut co-construire avec vous. Et aussi de voir quelles ressources vous privilégiez pour avoir accès à l'information, que ce soit en prise de poste ou durant votre poste. Est-ce qu'il y a des formats que vous privilégiez, plutôt type Vademecum, et vous préférez lire de la ressource? Est-ce que c'est plutôt des formats tels que peuvent être développés les capsules vidéo, les capsules audio, etc. Voilà, on est vraiment, comme vous le voyez, sur un projet qu'on va construire ensemble. L'idée, c'est vraiment que les acteurs et du champ social et du champ culturel prennent de la ressource, puissent échanger de la ressource pour qu'à terme, voilà, il y ait des projets fructueux qui naissent de ces collaborations. En tout cas, je vous remercie
grandement et je remercie encore nos témoins, mes collègues et puis bien sûr Morgane Petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, évidemment, vous l'avez compris, avant les fêtes, vous aurez aussi un petit questionnaire qu'on vous remerciera de remplir. Merci encore à toutes et à tous. Bonne fin de journée et puis belle fin d'année surtout. Merci.